Je m'appelle Camille Dubois et je suis architecte logiciel senior pour une entreprise du secteur de la santé. Je gagne très bien ma vie, environ 140 000 € par an, et je suis financièrement indépendante depuis mes 23 ans. J'en ai aujourd'hui 34 et je suis propriétaire de ma maison de caractère de 3 chambres à Nantes depuis 10 ans, sans aucun crédit en cours, mon nom seul figurant sur le titre de propriété. Mais pour mes parents, les faits ont toujours été négociables lorsqu'il s'agit de mon frère, l'enfant roi, Maxime. Le jour où tout a explosé avait commencé de manière ordinaire. Je travaillais depuis chez moi, terminant une revue de code sur mon ordinateur portable dans la véranda que j'avais rénovée 2 ans plus tôt. La sonnette a retenti à 11h47. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte pour trouver mes 2 parents debout avec Maxime et sa femme, Élodie. Derrière eux, je voyais un camion de déménagement qui tournait au ralenti le long du trottoir. « Prépare tes affaires, ton frère et sa femme emménagent demain », a dit maman, sans même me saluer. Elle regardait déjà par-dessus mon épaule vers l'intérieur de la maison, réorganisant mentalement mes meubles. J'ai cligné des yeux. « Pardon ? Quoi ? Ne complique pas les choses, Camille, a dit papa, sur un ton suggérant que j'étais déjà déraisonnable. Maxime et Élodie ont besoin de cette maison. Ils attendent un bébé. Je les ai fixés, abasourdis, devant la maison que je possédais depuis 10 ans. Papa a ri. C'était condescendant, méprisant. Tu ne possèdes pas la maison familiale, Camille. C'est nous qui avons acheté cette maison. Nous l'avons toujours considérée comme une propriété familiale. Leur audace m'a coupé le souffle. J'avais acheté cette maison entièrement avec mon propre argent en 2014. Mes parents n'avaient jamais contribué au moindre centime. Ils n'avaient même jamais vécu ici. Ce n'est pas la maison familiale, ai-je dit lentement. C'est ma maison. Je l'ai achetée. Mon nom est sur le titre de propriété. Le mien, et seulement le mien. Maman a agité la main comme si j'étais ennuyeuse. C'est de la sémantique. Ton père t'a donné l'argent de l'apport. Non, il ne l'a pas fait. J'ai économisé 60 000 € pour l'apport moi-même. J'ai des relevés bancaires prouvant chaque dépôt. Maxime a pris la parole pour la première fois, la voix tendue par une patience feinte. Camille, on n'a pas le temps pour tes scènes. Élodie est enceinte de 4 mois. Nous avons besoin de plus d'espace que notre appartement. Tu vis ici toute seule. C'est égoïste. Égoïste, ai-je répété. De vivre dans la maison que j'ai achetée ? Tu le fais exprès pour être difficile, a ajouté Élodie, la main sur son petit ventre arrondi. La famille aide la famille. Nous ferions la même chose pour toi. C'était manifestement faux. Quand j'avais eu besoin d'aide pour déménager il y a 7 ans, Maxime était trop occupé et mes parents avaient dit que je devrais engager des déménageurs puisque je gagnais tellement d'argent. Laissez-moi être très clair, ai-je dit. C'est ma maison légalement, financièrement, de toutes les manières possibles. Vous ne pouvez pas emménager. Vous n'avez pas été invité. Le visage de papa s'est assombri. On ne demande pas la permission. Maxime a besoin de cette maison plus que toi. Tu peux déménager dans un appartement plus petit. Tu n'as pas besoin de 3 chambres et d'un jardin pour une seule personne. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais ? A demandé maman. J'appelle mon avocat, ai-je dit, faisant déjà défiler mes contacts jusqu'au numéro de Richard Leroux. Richard avait géré mon achat immobilier et ma gestion de patrimoine. Il a décroché à la 2e sonnerie. Richard, c'est Camille Dubois. J'ai besoin de vous chez moi immédiatement avec les documents prouvant que je suis propriétaire de mon bien. Ma famille tente d'emménager chez moi sans permission et refuse de partir. J'ai aussi besoin que vous contactiez le commissariat. Je suis sur le point d'avoir une situation de violation de domicile. Je suis à 12 minutes, a dit Richard immédiatement. J'appelle le capitaine Michel directement. Ne les laissez pas entrer. J'ai raccroché. Ma famille me fixait. Tu as appelé ton avocat, a dit Maxime, incrédule. Sur ta propre famille ? Vous tentez de voler ma maison, ai-je répondu sèchement. À quoi vous attendiez-vous ?
Le visage de maman s'est tordu. C'est tout à fait toi, Camille. Toujours aussi froide. Choisissant toujours des étrangers plutôt que la famille. On t'a mieux élevée que ça. Vous m'avez élevée pour être indépendante et autosuffisante, ai-je corrigé. Je suis simplement ce que vous avez fait de moi. Papa s'est avancé, essayant de me bousculer pour entrer dans la maison. J'ai tenu bon dans l'encadrement de la porte. Bouge, Camille. On va commencer à décharger les affaires de Maxime. Si tu mets un pied dans ma maison sans permission, tu seras arrêté pour violation de domicile et effraction. Tu n'oserais pas, a dit papa. Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Regarde-moi faire. Nous sommes restés là dans un silence tendu pendant exactement 11 minutes. Puis une BMW s'est garée derrière le camion de déménagement et Richard Leroux est sorti avec sa mallette. 30 secondes plus tard, une voiture de police est arrivée. Le capitaine Michel, une femme dans la cinquantaine qui avait géré un conflit de voisinage pour moi une fois auparavant, s'est approchée avec une expression neutre. Madame Dubois, votre avocat a indiqué que vous avez un litige de propriété. Ces individus tentent d'emménager chez moi sans permission, ai-je dit calmement. Ils revendiquent des droits de propriété qu'ils ne possèdent pas. Richard ouvrait déjà sa mallette. Capitaine Michel, j'ai le titre de propriété. Camille Dubois est l'unique propriétaire. Date d'achat, juin 2014. Pas de cosignataire, pas de copropriétaire. Le crédit a été remboursé intégralement en 2019. J'ai aussi l'attestation notariée et les relevés de taxes foncières montrant que Madame Dubois a payé toutes les taxes sur cette propriété depuis 10 ans. Il lui a tendu un dossier. Elle l'a examiné attentivement. Et ces personnes, a demandé le capitaine Michel en désignant ma famille. Mes parents et mon frère, ai-je dit. Ils n'ont aucun droit légal sur cette propriété. Ils n'ont jamais vécu ici, n'ont jamais payé pour, n'ont jamais détenu la moindre part. Le capitaine Michel s'est tourné vers mes parents. Avez-vous des documents suggérant que vous avez des droits sur cette propriété? Le visage de papa était rouge. On n'a pas besoin de documents. Nous sommes ses parents. Nous lui avons donné l'argent pour l'acheter. Avez-vous une preuve de ce don financier? A demandé Richard doucement. Des virements bancaires, des chèques, un accord de prêt? Silence. Parce que j'ai les dossiers financiers complets de Madame Dubois de 2013 et 2014, a continué Richard. Chaque dépôt sur son compte épargne pour l'apport provenait de son employeur par virement direct. Il n'y a aucun gros dépôt provenant d'une autre source. Maman avait l'air paniquée maintenant. C'est absurde. Camille, dis-leur que c'est un malentendu. Nous sommes une famille. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit. Vous êtes venu chez moi sans invitation, avez exigé que je quitte ma propre propriété et avez tenté d'installer quelqu'un d'autre. C'est une tentative de vol et une violation de domicile. Le capitaine Michel a fermé le dossier. Je vais demander à vous tous, sauf Madame Dubois, de quitter cette propriété. C'est une propriété privée et la propriétaire vous a demandé de partir. C'est ridicule, a explosé Maxime. C'est ma sœur. Élodie est enceinte. Nous avons besoin de cette maison. Vos besoins ne l'emportent pas sur la loi, a dit fermement le capitaine Michel. Partez maintenant ou je vous arrête pour violation de domicile. Élodie a commencé à pleurer. Maman a mis son bras autour d'elle. Camille, s'il te plaît, pense à ta nièce ou ton neveu. Ils ont besoin d'un bon foyer. Alors Maxime devrait en fournir un, ai-je dit, comme j'ai pourvu au mien. Papa m'a pointé du doigt, la main tremblante de rage. Tu vas le regretter. Nous en avons fini avec toi. Complètement fini. Je peux l'accepter, ai-je dit. Ils sont partis. Le camion a redémarré avec toutes les affaires qu'ils avaient déjà chargées. Le capitaine Michel a pris ma déposition formelle, et Richard a fait des copies de tous les documents. Voulez-vous porter plainte? A demandé Richard après le départ de la police. Pas encore, ai-je dit, mais documentez tout. Je soupçonne que ce n'est pas fini. J'avais raison.
Au cours de la semaine suivante, j'ai reçu 47 appels de divers membres de la famille. Tante Linda m'a traité d'égoïste et de cruelle. Oncle Robert a dit que je détruisais la famille. Ma cousine Stéphanie a envoyé un long SMS disant à quel point ma défunte grand-mère serait déçue. J'ai bloqué la plupart d'entre eux après qu'ils ont refusé d'entendre ma version. Maxime a lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Il a posté sur Facebook au sujet de sa sœur sans cœur qui refusait d'aider sa belle-sœur enceinte et qui gardait pour elle seule une maison familiale dont elle n'avait même pas besoin. Il a tagué des amis communs, des parents éloignés, des gens avec qui j'étais allé au lycée. Le post a obtenu 340 partages avant que je ne fasse une capture d'écran et l'envoie à Richard. C'est de la diffamation, a dit Richard quand je lui ai montré. Il fait de fausses déclarations qui nuisent à votre réputation. La maison n'a jamais été une propriété familiale. Pouvons-nous envoyer une mise en demeure? Absolument. Je la fais rédiger aujourd'hui. La lettre de mise en demeure est arrivée à l'appartement de Maxime par recommandé 3 jours plus tard. Il m'a appelé 62 fois dans l'heure qui a suivi. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a appelé. Camille, tu as envoyé des menaces juridiques à ton frère. Ton propre frère? Il a menti publiquement sur moi et ma propriété. C'est de la diffamation. Il est bouleversé. Élodie pleure constamment. Ils vivent dans un appartement exigu. Ils ne peuvent rien se permettre de plus grand avec le salaire de Maxime. Maxime travaillait dans la vente et gagnait environ 35 000 € par an. Élodie ne travaillait pas. Ils avaient choisi leur situation financière. Ce n'est pas mon problème à résoudre en abandonnant ma maison, ai-je dit. Nous t'avons élevé pour te soucier de la famille. Vous m'avez élevé pour croire que les besoins de Maxime passaient toujours avant les miens, ai-je corrigé. Cela a pris fin quand je suis devenue adulte et que j'ai réalisé que ce n'était ni normal ni sain. Elle m'a raccroché au nez. 2 semaines plus tard, je suis rentrée du bureau pour découvrir que mes serrures avaient été changées. Ma clé ne fonctionnait pas. J'ai appelé Richard immédiatement. Puis la police. Quand j'ai appelé la maison de mes parents depuis ma voiture, papa a répondu, « Camille, enfin prête à parler? Avez-vous changé mes serrures ?» Maxime les a changées. Lui et Élodie ont emménagé ce matin. Tu pourras récupérer tes affaires si tu es raisonnable à ce sujet. Je me sentais étrangement calme. Donc Maxime est entré par effraction chez moi et a changé les serrures. Ce n'est pas une effraction. Il a utilisé le double de clé que tu gardes sous le pot de fleurs. J'avais retiré ce double il y a 6 ans, mais apparemment Maxime en avait fait une copie avant moi. Cela signifiait qu'il prévoyait ça depuis longtemps. J'appelle la police, ai-je dit. Maxime est entré par effraction chez moi, a changé mes serrures sans permission et occupe illégalement ma propriété. C'est un cambriolage et une violation de domicile. Tu n'oserais pas. J'ai raccroché et appelé le 17. La police est arrivée en 7 minutes. Je leur ai montré mon titre de propriété, mon permis de conduire avec cette adresse, mes factures d'électricité, mes avis de taxes foncières. Tout était à mon nom. Rien n'était au nom de Maxime. Lorsque les policiers sont entrés dans ma maison après que je leur ai donné la permission en tant que propriétaire légal, ils ont trouvé Maxime et Élodie en train de déballer des cartons dans ma chambre. Mes affaires avaient été jetées dans des sacs poubelles dans le garage. Maxime a été arrêté. Élodie aussi, bien qu'elle ait sangloté tout au long du processus. Les charges étaient violation de domicile, effraction et dégradation volontaire. Ils avaient endommagé la porte de ma chambre en la forçant. Mes parents sont arrivés alors que Maxime était mis dans la voiture de police. Maman m'a hurlé dessus. Tu fais arrêter ta belle-sœur enceinte. Quel genre de monstre es-tu? Le genre qui ne laisse pas les gens voler sa maison, ai-je dit. Papa avait l'air anéanti. On ne te pardonnera jamais pour ça. Ça me va. Ils ont dû payer une caution pour la libération sous contrôle judiciaire de Maxime et Élodie. Environ 1 500 € chacun. Ils ont dû contracter un prêt pour couvrir les frais. Richard a déposé une demande d'ordonnance d'éloignement le lendemain. Le juge l'a accordée immédiatement compte tenu de l'effraction et de l'arrestation.
Mes parents, Maxime et Élodie devaient rester à au moins 150 mètres de moi et de ma propriété. Puis les choses ont empiré pour eux. L'employeur de Maxime a appris l'arrestation. Quelqu'un leur a envoyé des captures d'écran de ses publications Facebook ainsi que le rapport d'arrestation. Ils l'ont licencié. Leur politique était claire, les employés arrêtés pour des crimes liés au vol étaient licenciés immédiatement pour faute grave. Sans le revenu de Maxime, lui et Élodie ne pouvaient pas payer leur appartement. Ils ont emménagé chez mes parents qui vivaient dans un petit étroit en copropriété. C'était exigu, exactement la situation qu'ils essayaient d'éviter. Ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu avant de vérifier. Camille, s'il te plaît. Tu as prouvé ton point de vue. Retire ta plainte. Maxime a perdu son travail. Ils n'ont nulle part où aller. Il a commis un délit, ai-je dit. Ce sont les conséquences. C'est ton frère qui est entré par effraction chez moi et a essayé de me voler. On te paiera un loyer si tu les laisses rester là. S'il te plaît. Non. La maison est à moi. Ils ne vivront jamais ici. Elle m'a traité de noms que je ne répéterai pas et a raccroché. L'affaire pénale a suivi son cours. Richard m'a mis en contact avec un procureur qui était particulièrement intéressé par l'affaire en raison de la campagne de diffamation sur les réseaux sociaux que Maxime avait menée. Il a essayé de vous faire honte publiquement pour que vous abandonniez votre propriété, a expliqué la procureure, Amanda Reeves. Puis, quand cela n'a pas fonctionné, il a commis un cambriolage. Cela montre la préméditation et l'intention. Le juge n'appréciera pas cela. L'avocat commis d'office de Maxime a essayé de négocier une procédure de plaidé coupable, CRPC. Richard et moi avons refusé à moins que cela n'inclue une restitution complète pour les dommages, une rétractation publique formelle de toutes les déclarations diffamatoires et une interdiction de contact permanente. Maxime a refusé. Il croyait toujours être la victime. L'affaire est allée au tribunal 4 mois plus tard. Le procès a duré 2 jours. Les preuves étaient accablantes. Le titre prouvant que je possède la maison. Les registres du serrurier montrant que Maxime avait engagé quelqu'un pour changer les serrures. Les rapports de police, le post Facebook montrant sa campagne contre moi, les témoignages de Richard et du capitaine Michel. Maxime a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire, assorti de 400 heures de travaux d'intérêt général, et lui a ordonné de payer 23 750 € de dommages et intérêts pour les dégâts causés à ma propriété, les frais juridiques et le coût de la resécurisation de mon domicile. Il a également dû publier une rétractation publique, qu'il a postée sur le même compte Facebook où il m'avait diffamé. Elle a obtenu 43 j'aime contre les 340 partages de son post original. La plupart des gens n'ont jamais vu la vérité. Élodie a demandé le divorce pendant que Maxime effectuait ses travaux d'intérêt général. Elle est retournée chez ses parents dans une autre région. Le bébé, une fille, est né 3 mois après le procès. Maxime a un droit de visite supervisé 2 fois par mois. Mes parents le conduisent pour ses visites car sa probation ne lui permettait pas de quitter le département sans surveillance. Ma famille élargie s'est fracturée. Environ 60% se sont rangés du côté de mes parents et de Maxime, me traitant de cruel et d'impitoyable. Environ 30% ont admis discrètement que j'avais fait ce qu'il fallait mais ne voulaient pas s'en mêler. Environ 10%, principalement des cousins plus jeunes qui avaient aussi été des boucs émissaires dans leur propre famille, m'ont contacté pour me soutenir. Ma tante Rachel, la sœur cadette de papa, m'a appelé 6 mois après le procès. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-elle dit. Tes parents ont toujours favorisé Maxime. Je les ai regardés excuser ses échecs et critiquer tes succès toute ta vie. Tu étais plus intelligente, plus travailleuse, plus responsable, et ils t'en voulaient parce que cela faisait mal paraître Maxime par comparaison. Je sais, ai-je dit doucement. Ce que tu as fait, te défendre, faire respecter tes limites, refuser d'être volé, ça a demandé du courage. Je suis fière de toi. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendu quand il t'attaquait. Merci, ai-je dit, et je le pensais vraiment.
Mes parents ont tenté une dernière manipulation 8 mois après le procès. On a diagnostiqué à maman de l'hypertension et des problèmes de santé liés au stress. Papa a appelé depuis encore un autre numéro inconnu. Ta mère est malade à cause du stress que tu as causé. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. J'étais en thérapie depuis 6 mois à ce moment-là. Ma psychologue, le docteur Sarah Kim, m'avait aidé à comprendre le schéma de manipulation et d'abus émotionnels que j'avais enduré pendant des décennies. La santé de maman est sa responsabilité et celle de son médecin, ai-je dit en utilisant le script que le docteur Kim et moi avions pratiqué. Je ne suis pas responsable des conséquences des choix d'autres personnes de commettre des délits contre moi. Tu es sans cœur. J'ai des limites. Il y a une différence. Il a raccroché. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Maxime depuis 2 ans maintenant. L'ordonnance de protection a expiré, mais je l'ai renouvelée. Maxime a terminé sa probation, mais a un casier judiciaire qui rend l'emploi difficile. Il travaille à temps partiel dans un entrepôt. Il vit toujours avec nos parents. Il voit sa fille, qui a maintenant 2 ans, 2 fois par mois sous surveillance car Elodie ne lui fait pas confiance seule avec elle. Mes parents sont toujours dans leur appartement étroit, en difficulté financière parce qu'ils soutiennent Maxime et parce qu'ils ont contracté des prêts pour sa caution et sa défense juridique. Papa a dû repousser sa retraite d'au moins 5 ans. Je suis toujours dans ma maison. J'ai rénové la chambre que Maxime et Elodie ont endommagée, la transformant en bureau à domicile. J'ai eu une promotion l'année dernière. Je suis maintenant architecte principal gagnant 160 000 € par an. Je vois quelqu'un, un homme gentil nommé David, qui travaille en droit de l'environnement et pense que mes limites sont saines et attrayantes. Je dors bien la nuit. Les gens me demandent parfois si je me sens coupable, si je regrette d'avoir été si dure avec ma famille, si je souhaite avoir été plus indulgente. La réponse est non. Ma famille n'a pas fait une erreur. Ils ont fait un choix calculé d'essayer de prendre quelque chose qui m'appartenait parce qu'ils croyaient que les besoins de Maxime importaient plus que mes droits. Lorsqu'on leur a demandé de partir, ils ont fait escalader la situation. Lorsqu'ils ont reçu des avertissements légaux, ils ont commis des délits. À chaque point de décision, ils ont choisi leur sentiment de « dû » plutôt que le respect. Je n'ai pas gâché leur vie. Ils ont gâché leur propre vie en croyant qu'ils avaient droit à ma propriété, mon travail, mon sacrifice. J'ai simplement refusé de participer à ma propre victimisation. Le docteur qui m'appelle cela se remettre du sacrifice obligatoire, l'attente que certains membres de la famille doivent se sacrifier infiniment pour d'autres membres de la famille, indépendamment de l'équité ou de la réciprocité. Pendant 32 ans, j'avais été le sacrifice désigné, le bouc émissaire dont les réalisations étaient minimisées et dont les ressources étaient considérées comme des biens communautaires au profit de Maxime. Se libérer de ce rôle m'a coûté mes relations avec la plupart de ma famille, mais ces relations étaient bâties sur mon exploitation. Elles ne fonctionnaient que lorsque j'acceptais moins que ce que je méritais, donnais plus que ce qui était juste et restais silencieuse sur l'inégalité. Il ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est le fantasme de ce que j'aurais aimé qu'ils soient. Des parents fiers de leurs 2 enfants. Un frère qui célébrait mes succès au lieu de les jalouser. Une famille où l'amour n'était pas conditionné à l'effacement de soi. Mais ce qu'ils sont réellement ne me manque pas. Ma maison a pris beaucoup de valeur. Elle vaut maintenant 600 000 €, près du triple de ce que j'ai payé. J'ai 250 000 € d'épargne retraite. J'ai un succès professionnel que j'ai gagné par mes propres efforts. J'ai des amis qui me respectent. J'ai une relation construite sur le soin mutuel plutôt que sur le sacrifice obligatoire. Et j'ai quelque chose que ma famille ne pourra jamais me prendre, le respect de moi-même. Le mois dernier, ma cousine Stéphanie, qui m'avait traité de sans cœur il y a 2 ans, m'a contactée. Ses propres parents venaient d'exiger qu'elle se porte caution pour l'entreprise ratée de son frère. Quand elle a refusé, ils l'ont traitée d'égoïste et ont menacé de lui couper les vivres. « Je pensais que tu étais cruelle », a-t-elle écrit. Maintenant je comprends. Tu étais juste la première assez courageuse pour dire non. Peut-on parler ? Nous avons pris un café la semaine dernière. Je lui ai dit tout ce que j'avais appris en thérapie.
J'ai partagé les phrases types pour poser des limites que le docteur Kim m'a apprises. Je lui ai expliqué qu'on peut aimer sa famille et refuser quand même d'être exploité par eux. Ne menace-t-il pas de te couper les ponts, a-t-elle demandé. Ils l'ont déjà fait, ai-je dit. C'était le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais fait. La liberté. Elle commence une thérapie le mois prochain. Elle est inspirée. Moi aussi. Parce que voici ce que j'ai appris. Quand des personnes toxiques vous font choisir entre votre bien-être et leur approbation, se choisir soi-même n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. C'est la santé. C'est le seul choix qui mène à la paix. Je me suis choisi. Je ferai le même choix à nouveau. Et j'encouragerai quiconque dans une situation similaire à faire exactement la même chose. Ma maison est à moi. Ma vie est à moi. Ma paix est à moi. Et personne, ni famille, ni obligation, ni culpabilité, ne me prendra jamais ces choses.